Historiquement, l'intelligence artificielle était un domaine de recherche qui s'intéressait à la résolution de problèmes par des machines. On pensait que pour bien résoudre un problème, il fallait écrire le bon code, c'est-à-dire la bonne suite d'instructions à suivre pour les machines. D'une certaine manière, on avait une approche assez déontologique pour les machines. On leur disait précisément ce qu'elles devaient faire et ce qu'elles devaient ne pas faire. Du genre, si tu connais la bonne réponse, affiche-la à l'écran, sinon, mets un écran bleu. Mais au cours de la dernière décennie, la roue a tourné. Aujourd'hui, on préfère l'apprentissage par l'exemple. On donne aux machines des tas de données et on fait confiance aux machines pour apprendre toutes seules ce qu'elles doivent faire et ce qu'elles ne doivent pas faire. On parle parfois d'approche data-driven, c'est-à-dire guidée par les données, ou encore de machine learning. Et les succès du machine learning sont nombreux et spectaculaires. Ainsi, la quasi-totalité des intelligences artificielles de l'épisode 1 ne sont autres que du machine learning. À tel point qu'aujourd'hui, il semble obsolète que de faire de l'intelligence artificielle sans machine learning. Mais ce succès retentissant soulève une question d'envergure. On est tous d'accord pour dire que le machine learning fonctionne super bien en pratique, mais est-ce que ça marche en théorie? Est-ce que, sur le papier, le machine learning fonctionne? En croire certains, il s'agit de l'un des plus grands mystères des sciences modernes. Ces dernières années, Quanta Magazine écrivait que le machine learning fonctionne spectaculairement bien, mais les mathématiciens ne savent pas trop pourquoi. The Verge précisait que le deep learning est en train de créer des systèmes informatiques que nous ne comprenons pas entièrement. Singularity Hub ajoutait que le monde dépend d'une technologie que personne ne comprend, alors que Big Think confirmait que même les créateurs des IA ne comprennent pas comment les IA complexes marchent. Plus étonnant encore, en décembre 2017, à NIPS, la plus grande conférence en intelligence artificielle, Ali Rahami, chercheur à Google, n'a pas hésité à sortir les gros mots. Machine learning has become alchemy. Le machine learning est devenu de l'alchimie, a-t-il affirmé. Voilà qui aura particulièrement énervé Yann Lequin, l'un des leaders mondiaux en machine learning, et s'en est suivi l'un des clashs les plus académiques du web. Bref, aujourd'hui, il n'est pas scandaleux pour un chercheur en IA que d'affirmer que le succès du machine learning est mystérieux. Ils n'ont pas lu Turing. Ouh, les clashs les chercheurs en IA à son tour. Blague à part, je suis vraiment surpris que si peu de chercheurs en IA mettent en avant les travaux pourtant révolutionnaires d'Alan Turing en 1950. Surtout la section 7 de cet article, parce que tout y est. Turing y a développé un argument théorique très convaincant qui conclut que le machine learning sera nécessairement la clé de l'intelligence artificielle. Autrement dit, dans cet article fabuleux, il explique pourquoi, sur le papier, en théorie, le machine learning est voué à fonctionner. Et ça répond tellement bien à tellement d'interrogations autour de la mystérieuse efficacité du machine learning. Alors, je ne veux surtout pas vous donner l'impression qu'il n'y a aucun mystère en machine learning. Il y en a plein et on en parlera. Mais ce que je prétends, c'est que le mystère du succès du machine learning n'en est pas un. Après tout, Alan Turing l'avait prédit pour des raisons purement théoriques dès 1950. Et pourtant, j'ai beau avoir cherché, la seule référence à la section 7 de cet article que j'ai trouvé, c'est une note en bas de page de l'article Wikipédia anglophone. Bon, au moins dans cette note de bas de page, Turing est en bonne compagnie. En très très bonne compagnie. Mais bon, je divague. Aujourd'hui donc, on va voir comment cet article merveilleux, qui était très en avance sur son temps, avait quasiment démontré la plus-value et la nécessité du machine learning dans la quête d'une intelligence artificielle. Aujourd'hui, vous allez découvrir quelque chose que de nombreux experts en IA semblent ignorer, à savoir la raison théorique pour laquelle le machine learning a fini par surpasser toutes les approches déontologiques de l'intelligence artificielle. On va voir pourquoi le futur de l'intelligence artificielle, c'est le machine learning. Allez, je laisse la parole à Turing. Le problème est surtout un problème de programmation. Les estimations de la capacité de stockage du cerveau varient de 10 puissance 10 à 10 puissance 15 bits d'information. Je serais surpris si plus de 10 puissance 9 était nécessaire pour jouer de manière satisfaisante au jeu de l'imitation, c'est-à-dire au test de Turing. Note, la capacité de l'Encyclopædia Britannica 11e édition est 2 × 10 puissance 9. À mon rythme actuel de travail, je produis environ 1000 bits de programme par jour, de sorte que 60 programmeurs, travaillant de manière régulière pendant 50 ans, pourraient accomplir la tâche en supposant que rien ne finisse à la poubelle. Des méthodes plus expéditives sont requises. Tout est dans cette citation absolument visionnaire. La clé de l'argument de Turing, c'est que l'intelligence humaine est un code informatique incroyablement long. Turing estime que la partie incontournable de ce code fait plusieurs gigaoctets. Mais surtout, il sous-entend que ce code est incompressible. Autrement dit, Turing sous-entend qu'aucun programme de moins d'1 gigaoctet ne parviendra à résoudre le test de Turing.
En langage moderne de l'informatique théorique, on dirait que le test de Turing a une complexité de Kolmogorov de l'ordre du gigaoctet. En particulier, Turing va à l'encontre d'un rêve de physicien qui consisterait à réduire toute la complexité de l'univers en une équation d'une seule ligne. Pour Turing, il existe des complexités essentiellement incompressibles et l'intelligence humaine en est un exemple. Voilà qui explique d'ailleurs pourquoi une intelligence artificielle qui serait comparable à l'intelligence humaine ne peut pas être décrite de manière précise et succincte. En effet, si le code de l'intelligence artificielle est justement incompressible, c'est justement qu'il n'en existe pas de description précise plus courte, puisque sinon cette description précise plus courte pourrait être utilisée pour générer l'intelligence artificielle et passer le test de Turing. On aurait alors créé une intelligence artificielle avec moins d'informations. L'incompressible complexité de l'intelligence, que Turing postule être de l'ordre du gigaoctet, signifie que toute description précise de l'intelligence doit nécessairement faire plusieurs milliers de gros bouquins. D'ailleurs, l'existence de complexité incompressible est sans doute l'un des plus grands mystères de l'univers. Mais bon, là encore je divague. Mais surtout, la conséquence cruciale du fait que l'intelligence humaine soit incompressible, c'est que programmer une intelligence comparable à l'intelligence humaine requiert nécessairement beaucoup de lignes de code. Des milliards de lignes de code si l'on en croit Turing. Or, de façon pragmatique, écrire des milliards de lignes de code, c'est super long et difficile. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la longueur d'un tel programme. Il serait aussi long que tout Wikipédia. Pour écrire un tel code, il faudra nécessairement collaborer en équipe pendant des décennies, sauf que des décennies de travail en équipe, surtout quand l'équipe est grande, ça conduit nécessairement à des redondances, des failles, des bugs, des incompréhensions, des réécritures, voire des engueulades, des insultes et des abandons. Bref, écrire 1 milliard de lignes de code en équipe, c'est le bordel. À titre de comparaison, en mathématiques pures, la classification des groupes simples finis est justement une sorte de maxi-collaboration entre des centaines de mathématiciens de très haut vol qui commença en 1955 et fut achevée en 2004. Soit tout un demi-siècle, le tout pour produire seulement des dizaines de milliers de pages de preuves, lesquelles sont même probablement compressibles. A contrario, écrire le milliard de lignes de code incompressible pour résoudre le test de Turing, ça paraît complètement illusoire, même avec des milliers d'ingénieurs de premier rang qui collaboreraient pendant des décennies. On en arrive là à la limite de l'approche déontologique de l'intelligence artificielle. Il est humainement impossible d'expliciter clairement et sans ambiguïté tout ce qu'il faut faire pour paraître à peu près intelligent. Comme le dit Turing, des méthodes plus expéditives sont requises. Dans le processus d'essayer d'imiter un esprit adulte humain, il nous faut bien réfléchir au processus qui l'a amené dans l'état où il est. On peut remarquer 3 composants. A. L'état initial de l'esprit, disons à la naissance. B. L'éducation à laquelle il a été sujet. C. Les autres expériences, autres que l'éducation, auxquelles il a été sujet. Au lieu d'essayer de produire un programme pour imiter le cerveau adulte, pourquoi ne pas essayer d'en produire un qui simule celui de l'enfant? S'il était ensuite sujet à une éducation appropriée, on obtiendrait alors un cerveau adulte. On peut supposer que le cerveau d'un enfant ressemble à un carnet comme ceux que l'on achète au papetier. Plutôt peu de mécanismes et beaucoup de feuilles blanches. Notre espoir est alors qu'il y a si peu de mécanismes dans le cerveau d'un enfant que celui-ci est facile à programmer. On a donc divisé notre problème en 2 parts, le programme enfant et le processus d'éducation. Ainsi naquit l'idée de machine learning, ou plutôt de learning machines dans la terminologie de Turing. Récapitulons le merveilleux argument de Turing. Turing imagine que le cerveau humain se complexifie avec le temps. Si c'est le cas, ça veut dire que le cerveau d'un enfant est probablement moins complexe que le cerveau d'un adulte. Turing postule que le cerveau de l'enfant est une sorte de cahier vierge. Alors je sens venir les psychologues parmi vous, oui en effet aujourd'hui on pense que le cerveau d'un bébé est davantage une machinerie bien huilée qu'une feuille blanche. Mais l'argument de Turing tient néanmoins. Cet argument, c'est que le cerveau de l'enfant est compressible. Ou du moins, Turing postule qu'il n'est peut-être pas si difficile d'écrire un code source avec les mêmes facultés d'apprentissage que le cerveau de l'enfant. Et par pas si difficile, j'entends quelque chose de précis, à savoir le fait qu'il existe un programme suffisamment court pour être écrit par des ingénieurs, en quelques mois disons, et qui génère quelque chose de semblable au cerveau de l'enfant, avec peut-être quelques connaissances initiales, mais aussi et surtout avec la capacité de s'auto-complexifier suite à l'apprentissage. Turing comprend dès lors que le nœud de la recherche en intelligence artificielle, ce qui permettra un jour d'obtenir des IA de niveau humain voire surhumain, c'est la conception de ce programme initial, ou dit autrement, de cette learning machine. Il suffira ensuite de lui fournir un enseignement approprié pour que cette learning machine s'auto-complexifie et atteigne des performances surhumaines. Et Turing prétend que cette approche est vouée à marcher puisqu'elle dispose d'un proof of concept, à savoir le cerveau humain. Ah, que c'est bon! Turing en vient alors à la conclusion que le machine learning est une condition nécessaire et suffisante à la conception par l'humain d'une intelligence artificielle.
Ok, c'est peut-être allé un petit peu vite, du coup je vais reformuler un peu les arguments de Turing, notamment parce que c'est l'un des plus beaux raisonnements que je connaisse. La première chose, c'est que l'intelligence, notamment celle requise pour le test de Turing, requiert une grande complexité de Kolmogorov, sans doute de l'ordre du gigaoctet. Du coup, numéro 2, il faut donc programmer un très long code informatique incompressible pour concevoir une intelligence artificielle. Or, 3, il est humainement impossible d'écrire des codes informatiques incompressibles si longs. Du coup, 4, toute méthode capable de générer de tels codes obtiendra des facultés qu'aucun code informatique programmé par des humains ne pourra acquérir. Or, 5, il semble que l'apprentissage permet bel et bien d'obtenir de telles complexités de Kolmogorov. L'exemple du cerveau humain le montre. Du coup, 6, les learning machines sont indispensables à l'intelligence artificielle. Wow. En particulier, Turing a là une réponse toute faite à la question comment expliquer le succès du machine learning. Sa réponse, si je la reformule, c'est que seul le machine learning permet l'exploration de l'espace des algorithmes à grande complexité de Kolmogorov. Le machine learning permet donc de faire des choses très utiles qu'aucune autre méthode ne saura faire. Et c'est pour ça qu'en 1950, Turing a affirmé qu'en théorie, le machine learning, ça marche. La dernière fois, on a parlé de l'importance de la logique pour l'intelligence et Nick Stone corrige une erreur que j'ai faite sur le nombre de particules dans un verre d'eau. Mea culpa. Jason Polinsky a aussi renvoyé vers un lien de Welch Lab qui explique l'histoire de Tartaglia et de ses équations du 3e et du 4e degré qui est vraiment passionnante. Donc je recommande vivement la vidéo de Welch Lab. Donc la vidéo est en anglais. Il y a Ludovic Druet aussi qui propose un lien vers un article écrit par Michael Launay qui parle aussi de Tartaglia. Nicolas Schmitt demande si notre impossibilité à simuler notre univers en temps réel à l'intérieur de notre univers fait que des simulations à la Black Mirror sont nécessairement faux. L'argument de la simulation non n'est pas du tout invalidé par le fait qu'on ne puisse pas simuler l'univers plus rapidement que l'univers à l'intérieur de l'univers. On peut tout simplement avoir des simulations dont une seconde à l'intérieur de l'univers correspond en fait peut-être à des milliards d'années dans notre univers physique. Plus généralement, il semble que des simulations dans des simulations dans des simulations, ça fait perdre un peu de complexité algorithmique et de complexité de Kolmogorov typiquement à chaque fois qu'il y a un univers à l'intérieur de notre univers. Mais bon, tout ça est un petit peu spéculatif. Autre chose, pour donner des sensations de réalisme, on n'est pas obligé de simuler tout l'univers, de simuler tous les temps de Planck, on peut peut-être faire des approximations pour que l'univers simulé ressemble à l'univers que l'on connaît bien. Et en particulier l'épisode de Noël de Black Mirror, il n'est peut-être pas si irréaliste que ça. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'il soit vraiment incompatible avec les lois de la physique et la thèse de Church-Turing. Xavier est un peu perplexe par rapport à l'irréductibilité algorithmique. En effet, il y a beaucoup de calculs, par exemple le calcul qu'il propose en description, dont on peut en fait trouver des shortcuts, des courts-circuits, éviter de faire tous les calculs. Donc par exemple, on avait vu dans une vidéo que 1 plus 2 plus 3, enfin la somme des n premiers nombres entiers naturels est égale à n fois n plus 1 divisé par 2. Et ce calcul n fois n plus 1 divisé par 2 est beaucoup plus rapide que la somme de tous les entiers. On avait parlé aussi dans un défilé. Alors oui, en effet, il y a beaucoup de calculs dont on peut trouver des raccourcis de calcul et éviter de faire tout le calcul pour trouver le résultat. Et ce que l'irréductibilité algorithmique dit, c'est que l'ensemble de ces problèmes est en fait un ensemble de cas très particuliers et qu'en général, si on prend un système qui est Turing complet et on prend des conditions initiales qui sont aléatoires, arbitraires, en général, il sera impossible de trouver des raccourcis de calcul. Mathieu pose la question de l'importance de l'erreur pour les intelligences artificielles, comme pour l'intelligence humaine d'ailleurs. Je pense que les erreurs sont très importantes et elles sont d'ailleurs programmées dans pas mal d'algorithmes de machine learning. Donc ça dépend comment on modélise les erreurs, c'est pas très clair de savoir ce qu'est l'erreur vraiment. Mais Thomas en avait notamment parlé dans la phase d'exploration, notamment dans les algorithmes de colonies de fourmis. Mais plus généralement, il y a ce problème classique de machine learning qui est le dilemme exploration-exploitation. Donc ça correspond en particulier à un sous-domaine du machine learning que l'on appelle le online machine learning. Il y aurait énormément plus à dire. En bref, oui, dans une phase d'exploration, il faut encourager les erreurs potentielles. Sangoku nous demande s'il ne faut finalement pas voir la logique comme un outil plutôt qu'une fin en soi. Et je pense en effet, en étant assez constructif, je suis assez constructiviste comme mathématicien, je pense en effet que la logique doit être vue comme un outil et absolument pas comme une vérité fondamentale. Mais encore une fois, et je vous renvoie notamment vers un épisode de la série sur l'infini, beaucoup de mathématiciens, dits platoniciens, ne seraient pas d'accord avec moi et diraient qu'il y a quand même quelque chose, une vérité sous-jacente qui est absolument merveilleuse à découvrir et tout ça. Et je suis tout à fait d'accord avec le fait que l'univers qui est créé par une certaine logique peut être absolument merveilleux en tant que tel. Reste que je pense que ces vérités, ces mondes idéaux sont complètement déconnectés de la réalité physique et que pour pouvoir faire des trucs intéressants dans la réalité physique, et il y a déjà énormément de choses très intéressantes, il est plus utile, je pense, d'avoir une approche plus instrumentaliste, c'est-à-dire considérer plus la logique comme un outil.
La dernière fois, je vous ai aussi posé le défi impossible qui consistait à définir le mot structure. One Mad Scientist nous propose une définition qui mêle un petit peu des idées d'un ensemble qui arrive à être cohérent et que l'on peut décrire de façon macroscopique. Mais bien sûr, tous ces mots sont assez imprécis et d'ailleurs, il s'en rend compte dans sa définition. Et il se rend compte qu'en fait, c'est un problème très difficile, c'est un petit peu le but recherché. Si vous essayez vraiment de définir tous les mots que vous utilisez dans la définition, on en vient vite à la constatation qu'en fait, c'est un problème très difficile. Alors du coup, il y a des approches beaucoup plus simplistes qui consistent à dire qu'une structure, c'est juste un ensemble d'éléments qui peut-être interagissent entre eux. Mais si on y réfléchit, on se rend compte quand même qu'il y a des ensembles de trucs dans le jeu de la vie qu'on n'a pas forcément envie d'appeler des structures parce que c'est tellement le bordel que bon, on a l'impression qu'il n'y a pas de structure. Une idée de Koenig et de Serge Moulin, c'est le fait que la structure doit forcément être liée d'une certaine manière. Donc, derrière leur définition, il y a une certaine idée de connexité. Mais si on regarde par exemple des canons à planeur, on se rend compte que ce n'est pas des structures qui sont en tout cas connexes au sens mathématique. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il y a un trou entre deux parties de la structure, mais on a quand même envie de dire que même si la structure est composée de plusieurs composantes connexes, comme on les appelle, on a envie de dire que ça reste quand même une structure en tant que telle globalement. On en vient à l'idée de Barons, Pierre Swing et Fiese 034 parmi d'autres. J'ai eu pas mal de commentaires, du coup j'ai pas pu faire de liste exhaustive. Mais l'idée à chaque fois dans ces commentaires, c'est d'identifier une sous-région de l'espace qui est d'une certaine manière assez indépendant du reste de l'espace et d'une certaine manière c'est la séparation entre cet objet interne et le reste de l'univers qui fait qu'on peut appeler cet objet interne une structure. Alors c'est vraiment pas mal comme idée. D'ailleurs il y a des chercheurs en biologie, notamment Carl Friston, qui essaient d'identifier le vivant comme étant quelque chose qu'on est capable de séparer à travers notamment par exemple une membrane cellulaire du monde extérieur. Et il y a même une formalisation mathématique un peu plus rigoureuse de tout ça qui consiste à raisonner en termes de couverture de Markov. Mais là encore, cette définition, on peut un peu la critiquer en disant il y a quand même des relations avec le monde extérieur, même si elles sont peut-être moindres que pour une région de l'espace prise au hasard. Et là encore, il y a des trucs qui sont un peu n'importe quoi, qui sont assez séparables du monde extérieur, mais qu'on n'a peut-être pas forcément envie d'appeler structure. En tout cas, ce que je trouve amusant dans ma propre façon de réfléchir, c'est qu'à chaque fois, la manière dont j'essaie de parler de vos définitions, c'est à travers d'exemples. Et si on y réfléchit, on se rend compte que la manière dont on a appris ce qu'était une structure, même instinctivement, en fait, c'est uniquement par l'exemple, puisqu'on n'a jamais lu de définition formelle de la structure et on s'est jamais dit « Ah tiens, ça c'est la définition formelle du mot structure ». On a inféré à chaque fois ce qu'était que la notion de structure en voyant beaucoup d'exemples. Et du coup, ça me permet de faire le lien avec la vidéo que vous venez de voir, puisque d'après Turing, la meilleure façon d'apprendre à une intelligence artificielle ce qu'est qu'une structure, ou un chat, ou un chien, ou ce que vous voulez, c'est en raisonnant uniquement à partir d'exemples et en inférant à partir de ces exemples quelque chose qui ensuite correspond aux nombreux exemples de chiens, de chats ou de structures que l'on a vus. Visionary 777 nous fait d'ailleurs la remarque que pour la définition d'un truc aussi simple qu'un tas, en fait on a beaucoup de problèmes. Il y a d'ailleurs une excellente vidéo de Dirty Biology sur le problème de ces définitions, puisque faut normalement imposer une frontière, une limite, mais comment définir le nombre n de grains de sable pour que lorsqu'on a moins de n grains de sable, on n'a pas de tas, alors que lorsqu'on a plus de n, on a un tas. Donc Prion ne sera pas d'accord sur la valeur de n, et du coup la définition même de ce qu'est un tas est assez floue. Ça n'empêche pas le concept d'être utile en pratique. Alors je parle bien sûr de tas parce que c'est un exemple assez simple, assez visuel, mais surtout qui n'éveille pas le hooliganisme en nous. Mais dès qu'il faut définir des trucs plus sophistiqués comme qu'est-ce que la démocratie, forcément ça devient vraiment beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, comme le propose Shi Tendai, il y a un exercice de style très intéressant qui consiste à partir d'une phrase assez banale comme le chat mange la souris, ou dans notre cas, on va partir de la phrase c'est une structure qui avance, et remplacer les mots de cette phrase par leur définition dans le dictionnaire. Donc j'ai fait ça avec la phrase c'est une structure qui avance, et juste avec le mot structure, j'ai juste remplacé le mot structure. Donc après une itération, ça me donne c'est une disposition des parties d'un tout constituant une sorte d'architecture de construction qui avance. Donc cette définition, on a l'impression qu'elle clarifie absolument rien, voire qu'elle complexifie encore plus le truc. Et c'est encore plus le cas si on applique une deuxième itération en remplaçant chacun des mots de la définition du mot structure par leur définition dans le dictionnaire. Donc j'ai utilisé le Wiktionnaire et à chaque fois j'ai choisi la définition dans le Wiktionnaire qui me semblait la plus pertinente. Mais au bout de 2 itérations, ça me donne déjà. C'est une manière dont une chose est mise dans l'ordre la plus convenable, des portions de ceux qui correspondent l'intégralité, l'entièreté, la totalité d'une chose considérée par rapport au nombre, à l'étendue ou à l'intensité de l'énergie, constituant une sorte de façon dont une chose est ordonnée d'assemblage de disposition des matériaux des diverses parties d'un édifice qui avance. Tout ça pour vous dire que les définitions du dictionnaire, en fait,
Elles sont pas du tout rigoureuses et clarifient pas du tout les choses. Parce qu'il y a souvent ce réflexe de se dire bon bah on connaît pas la définition d'un mot, où est-ce qu'on va la trouver? On va chercher dans le dictionnaire, mais en fait si on regarde la définition dans le dictionnaire, elle renvoie à tellement d'autres mots qui renvoient à tellement d'autres mots et si on déplie un peu le schmilblick, on obtient un truc complètement incompréhensible. Plus généralement, tout ceci vient en fait du problème des définitions circulaires et je vous renvoie vers l'excellente vidéo de Monsieur Phi sur les axiomes d'Euclide qui explique très bien tout cela. En fait, on l'a vu notamment dans la série sur l'infini lorsqu'on essaie de bien poser des définitions comme ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est les relations entre les mots. Sauf que si on essaie de construire ces relations entre ces mots, on obtient vite des trucs complètement incompréhensibles. Et du coup, la construction du langage naturel à partir de règles formelles, c'est juste un truc qui n'est pas faisable humainement. Et en fait, on pourrait imaginer que la seule façon d'avoir des définitions rigoureuses qui parlent vraiment de quelques trucs fondamentaux comme des 0 et des 1 et qui permet ensuite de construire, disons, une fonction qui, à chaque fois qu'on lui montre une photo de chat, dit « Ah, ça c'est un chat » et qu'on montre une photo de chat, dit « Ça c'est pas un chat ». La seule façon de construire cette fonction-là, pour que cette fonction soit définie de façon non ambiguë, rigoureuse, même si elle n'est pas forcément parfaite, hein. Parfois, ça se trouve, cette fonction, elle va dire qu'un truc est un chat alors que c'est pas un chat. Rien que construire cette fonction est absolument difficile et sans doute même que le code source le plus court de cette fonction-là fait forcément peut-être pas des milliards, mais peut-être des milliers, voire des millions de lignes de code. Un truc qui ne serait pas du tout lisible par l'humain et qui sera encore plus dur à écrire pour un humain. Au final, de façon pragmatique, peut-être la meilleure définition de ce qu'est une structure, c'est celle que propose Cesmois et Colliget. En gros, une structure, au final, ce que c'est vraiment, eh ben, une structure, c'est un truc intéressant. On n'a quasiment rien dit quand on dit ça, puisqu'il faut encore définir ce qui est intéressant. Le truc, c'est juste un machin, c'est juste un bidule, c'est juste faire référence à quelque chose. Et si ce quelque chose est intéressant, on peut peut-être appeler ça une structure. La grosse difficulté, bien sûr, c'est de définir le mot intéressant. J'ai envie de dire que de façon pragmatique, ce qui est intéressant, c'est ce qui permet de décrire ou de faire des prédictions. Autrement dit, si j'élabore un petit peu plus cette définition, je dirais qu'une structure, c'est un composant important d'un modèle. Voilà, je pense que de façon pragmatique, c'est difficile finalement de faire bien mieux que ça. Mais bon, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec la définition que je viens de donner. Hey, j'espère que vous avez aimé cet épisode qui conclut un peu le début de cette série qui parlait pas mal d'algorithmique et de concepts derrière le calcul qui, je pense, sont vraiment indispensables pour comprendre le succès du machine learning. On a tendance à dire que le machine learning, c'est juste trouver des corrélations dans les données. Et si on pense que le machine learning, c'est ça, bah, on est voué à être surpris par le succès du machine learning. Ce qui est amusant, c'est que Turing a une approche complètement différente de ces learning machines. Et encore une fois, c'est le premier à introduire cette idée de machine learning. Pour Turing, ça semble être davantage une exploration de l'espace des algorithmes à forte complexité qu'on ne peut pas explorer autrement. Autrement dit, à la Turing, on peut voir le machine learning comme étant une automatisation de l'écriture de code. Et si on voit le machine learning en tant que tel, je pense que le succès du machine learning est beaucoup moins surprenant. Plus généralement, cette section 7, notamment de l'article de Turing de 1950, est absolument fabuleuse, je pense, puisqu'il introduit pas mal d'idées qui seront très utiles plus tard, notamment par exemple les algorithmes génétiques. Bon, le truc, c'est que c'est un peu un article très vulgarisé qui ne s'adresse pas forcément à des informaticiens. Du coup, il n'y a pas plein de formalisation mathématique et tout ça, mais les grandes idées sont déjà dans cet article, donc je vous recommande très vivement aller le lire. J'en profite aussi pour mentionner rapidement Ray Solomonoff, qui est pour moi le grand génie de l'intelligence artificielle et du machine learning, et qui, je pense, devrait être beaucoup plus connu qu'il ne l'est malheureusement. En gros, je pense que Solomonoff a tout simplement résolu le problème du machine learning avec une approche bayésienne. Malheureusement, dans cette série, je ne parlerai pas d'approche bayésienne, du coup, je ne parlerai pas de Solomonoff. Mais vraiment, Solomonoff, dans la suite des idées, c'est vraiment la suite naturelle des idées de Turing. Et donc on peut voir un peu Solomonoff comme la complétion des idées de Turing. Enfin, pour ceux qui veulent en savoir plus encore sur Turing, il y a James Grimes sur la chaîne Singing Banana qui a sorti une vidéo où il lit un texte que Turing a lu sur la radio BBC dans les années 50. Et c'est un document absolument merveilleux qui permet vraiment de comprendre tous les débats qu'il y avait à l'époque et pourquoi est-ce que Turing était incroyablement en avance sur son temps. Vraiment, Turing, c'est un génie. La semaine prochaine et pour les prochaines dizaines de vidéos, quelque chose comme ça, on va parler de machine learning théorique enseigné aujourd'hui, tel que c'est enseigné aujourd'hui, qui sont très proches du coup de notions statistiques. On va pas mal parler aussi de statistiques, d'overfitting et tout ça. Et en particulier la semaine prochaine, on va parler de l'importance de la mémoire et on verra notamment que la mémoire ne suffit pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire naïvement. Être intelligent, bien comprendre le monde, ce n'est pas mémoriser des faits et des connaissances. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le liker, à le commenter, à le partager, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci à Deepak Redon et j'espère que vous serez là la prochaine fois. En fait, il y a un autre chercheur, Solomonoff, qui est l'autre grand bayésien de l'histoire, à côté de la place, c'est Solomonoff. Et l'idée de Solomonoff, c'est d'imaginer toutes les probabilités calculables possibles. I will only say this, that I believe the process should bear a close relation to that of teaching.